Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous sommes sur ce plateau avec Basile Boli, l'ex-international français, et nous évoquons beaucoup de sujets avec lui sur ce plateau, avec Henri également, notre consultant sportif. Henri. Oui, bien évidemment, je suis parfaitement d'accord avec Basile. Je pense que cette formation du Paris Saint-Germain est bien bâtie pour pouvoir remporter ce Graal-là qu'on espère. Il y a cela pratiquement 30 ans pour une équipe française. C'est vrai que les Qataris ont beaucoup investi depuis qu'ils ont repris le club parisien. Il y a eu véritablement de très bons recrutements. Neymar, Kylian Mbappé, de très bons joueurs. Cette saison encore, ils ont encore recruté ce Mauro Icardi qui est en train d'enfiler des buts également. Il y a Edinson Cavani. Paris a un effectif de qualité. Sauf que derrière, ça peine toujours à gagner. Comme il a dit, ça se joue sur des détails. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir pointer du doigt la gestion même de cette équipe, la gestion tactique de cette équipe. Et on a tendance à pouvoir tirer à boulet rouge sur la direction technique. Sauf que si je veux faire le parallèle avec Chelsea, par exemple, qui a remporté la Champions League en 2012, Chelsea a été bâti depuis 2004 quand Abramovich a repris le club là, avec José Mourinho pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Mais ça a traîné 8 ans après. Ce n'est que 8 ans après que Chelsea a gagné. Et donc, ça peut prendre du temps pour le Paris Saint-Germain. Il va falloir être patient, il va falloir être réaliste et mettre du moins toutes les chances de son côté pour pouvoir remporter ce sac-là. Si on travaille avec une certaine application, avec un certain sérieux, avec l'envie de gagner, je pense que cette formation francilienne pourra gagner un jour la Ligue des Champions. On espère aussi voir encore l'Olympique de Marseille revenir à sa belle forme de l'époque. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus de classico avec l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus de classico parce que on ne joue pas dans la même catégorie économique. Vous avez un budget d'1 milliard et un budget de 120 millions. Donc, c'est le jour et la nuit. Mais ça n'empêche pas que dans le football, tout peut arriver. Tout peut arriver parce que on a vu des équipes... je ne vais pas prendre l'exemple sur le... Montpellier, par exemple, qui a gagné Lille. Qui gagne Lille, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais le Paris Saint-Germain a une organisation, une capacité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain ne peut pas être champion d'Europe. Les clubs qui ont été champions d'Europe, elles ne sont pas nés en 77. Quoi. Le Paris Saint-Germain, c'est dans les années 70. Vous voyez, Marseille a 120 ans aujourd'hui. Liverpool a 130 ans ou 140 ans. United, c'est pareil. Barcelone, Real de Madrid. Ouais. C'est les vieux de la vieille. Voilà, c'est les centenaires. Les centenaires, il y a beaucoup de choses qui arrivent. S'il y a une histoire d'un club, le Paris Saint-Germain est presque au début. On a parlé d'Abramovich qui est arrivé avec près de 2 milliards en 12 ans. Il a joué quand même une finale de Champions League et après il a gagné une finale de Champions League. Donc il y a beaucoup d'investissements humains et pécuniaires et puis il y a aussi les adversaires qui vous laissent pas quoi. Oui, c'est ça. Alors, il y a un petit paradoxe que je voulais soulever, c'est que quand Roman Abramovich a repris Chelsea dans les années 2000, en 2004 précisément, on a constaté qu'il avait fait de gros investissements. Il a recruté des excellents joueurs, notamment Michael Ballack, Deco, Andriy Shevchenko, mais ça peinait toujours à pouvoir gagner. De très grands entraîneurs, Carlo Ancelotti, José Mourinho. Mais derrière, quand Chelsea était en crise, avec des joueurs, du moins entre guillemets, du moins d'un niveau moyen, avec Ramirez, sans avoir la prétention de leur enlever toute leur qualité. Ramirez, le Brésilien. Et puis un Fernando Torres qui était pratiquement au soir de sa carrière, voilà. Avec un entraîneur qui n'était pas expérimenté, Di Matteo. Chelsea a su gagner cette Champions League-là. Donc, c'est dire qu'au-delà des qualités intrinsèques de ces joueurs, il faut bâtir un groupe soudé avec un entraîneur qui transmet des valeurs et qui peut gagner également la Ligue des Champions. Alors, au-delà de ce but légendaire bébé, Basile Boli, comme on vous appelle affectueusement, est un Africain, naturellement. Oui, je suis né à Djamé, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis parti très peu en France, mais
j'ai eu une enfance superbe dans les rues d'Adjamé, en jouant au foot, en vivant comme tout gamin. Et puis après, au départ, j'avais pas le rêve de footballeur dans la tête, en fait. Voilà. En tant que professionnel. Ouais, j'ai jamais rêvé en me disant qu'un jour, quand je vais grandir, je vais être footballeur professionnel. C'est les circonstances de la vie, et puis il y a aussi l'opportunité de se dire, bon voilà, je rentre dans un centre de formation, je rentre dans un sport-études, et puis je me concentre sur un métier que j'ai envie de faire. Je n'ai pas les qualités extraordinaires, mais j'ai un peu de qualité, ces qualités-là, il faut les travailler. Et puis c'est le travail. Et puis il y a un petit facteur chance aussi, de voir qu'il y a 2-3 blessés, une défense qui est complètement à la mort. On dit, bon voilà, qui va jouer? Bon, tu viens jouer, tu joues, et puis après, au fur et à mesure, ben, on commence à comprendre que tu peux tenir ta place, et puis voilà quoi. Les choses de la vie, c'est voilà. Et après, on choisit un métier, on essaie de mettre tout de son côté pour pouvoir réussir. Et après, c'est la France. Pour l'équipe de France que vous avez joué. Ouais. Pourquoi avoir choisi parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. L'équipe de Côte d'Ivoire, elle n'était pas superbe. Mon ambition, c'était d'être international. Mon père était français, voilà, même si j'étais né en Côte d'Ivoire. Et c'était le haut niveau. Je n'étais pas intéressé J'ai fait un choix. Oui. J'ai fait un choix, donc j'ai fait un choix. Je ne regrette même pas le choix. Mais à partir du moment où je me sens ivoirien au fond de moi-même, je me sens ivoirien dans ma manière de vivre et tout, et bien je suis français de nationalité. Et voilà, on a la chance en Côte d'Ivoire de pouvoir avoir 2 nationalités. Donc je fais ça. Et j'ai toute ma carrière, pendant les 20 ans où j'ai joué, j'ai jamais eu un regret en disant j'aurais pu jouer ou refaire l'histoire. C'est impossible de refaire l'histoire. Henri? Moi, je pense que Basile l'a bien dit, c'est vrai, ça reste son choix. Oui. Il l'a fait, il l'assume aujourd'hui. Mais moi, j'aurais aimé, en tout cas, je me fais le porte-parole de plusieurs téléspectateurs africains qui auraient aimé que Basile Boli puisse porter la tunique des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ouais. J'imagine un peu si Basile Boli était dans l'équipe de Côte d'Ivoire de 92, qui a gagné la Canada Dakar avec ils ont gagné. Exactement, donc ils ont gagné. Pas eu besoin de moi. et si jamais je serais dans cette équipe et j'avais en face de moi Béni Pelé, bien évidemment, là je serais content. Ça aurait été un moment historique, véritablement, exactement, parce qu'il y avait cette grande rivalité à l'époque avec le Ghana. On se souvient de cette finale-là remportée par les éléphants au tir au but 12 buts contre 11 pour la Côte d'Ivoire, historique avec de bons joueurs, Abdoulaye Ben Badi, Gadi Seli. Ça aurait été intéressant de voir Basile Boli participer à cette épopée-là. Mais on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas ressasser l'histoire. Il a fait son choix, il assume aujourd'hui et ce n'est que bénéf pour lui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore les discriminations. Comment dirais-je, ça prend un peu de l'ampleur, surtout en Italie ou encore dans d'autres pays en Europe. Vous avez été victime également de cela à votre arrivée à Marseille. Ouais, le foot, quand on a un adversaire, on essaie de le déstabiliser le plus possible, et en même temps on essaie de voir ce qui peut le faire mal pour le faire perdre son contrôle, la concentration, etc. Donc certains jouent de ça en nous traitant de singes, balancent des bananes, etc. Moi je pense que les instances n'ont pas encore pris les vraies mesures nécessaires, parce qu'ils le vivent pas comme nous on pourrait le vivre. Ouais. C'est-à-dire que pour eux c'est une discrimination comme ça. Mais le jour où les instances de football international pourront dire on arrête ce match-là parce qu'il y a eu ça, oui. Mais aujourd'hui, on arrête pendant 5-10 minutes, on discute, on pose des excuses. Il y a d'autres clubs même qui ne reconnaissent même pas en disant en Italie. Ça me fait marrer. L'Italie, aujourd'hui, elle fait figure de... Certains clubs font figure de racisme, vraiment. Mais, incarnation même du franchement, on est
on est au 21e siècle, Oui. on est en 2019. Il y a des joueurs noirs qui ont joué en équipe d'Italie. Il y a des joueurs noirs qui ont joué en équipe d'Allemagne. Oui. Il y a 20 ans, 30 ans, on n'a jamais imaginé. Vous voyez l'équipe d'Angleterre aujourd'hui. Oui. Le premier qui a joué en équipe nationale s'appelle Viv Anderson. Après, il y a eu les Fachanou, etc. Mais je vous jure, on est, voilà quoi, on est dans un monde ouvert, le plus ouvert possible. Encore traiter des gens de sale noir sur un terrain où moi je peux pas accepter ça et j'arrive pas à comprendre pourquoi les instances de football prennent pas des mesures vraiment aussi catégoriques et tranchantes. Mais au-delà de tout, vous arrivez quand même, vous êtes arrivé à tout gérer. Gérer. Oui. À pouvoir vous contenir au cours des matchs, au cours des La entraînements. première fois où j'ai été traité de sale noir sur un terrain, mon entraîneur s'est retourné vers moi en disant « Tu sais pourquoi il te traite de sale noir? Parce que tu es fort. Voilà. Parce que tu as l'intelligence de ne pas rentrer dans son jeu. » Ouais, c'était Guiraud. Et ce jour-là, je me suis senti 2 fois plus fort parce que c'est lui qui me le disait. Mais des fois, on est des êtres humains. Donc ça On est à bout. on peut aller très très loin et on peut aller à bout et ça peut dégénérer. Donc on est des êtres humains. Donc voilà, c'est pas à nous de. Je vois mes jeunes frères Eto'o, Drogba sont auprès des gens, des instances. Le président de la FIFA, de la CAF, etc. Ils sont en train de vivre quelque chose de. Il faut faire quelque chose d'historique pour que les choses changent, quoi. C'est pas de faire du salam alek tous les jours autour de ces instances-là pour dire que voilà, on n'est pas raciste. Regardez à côté de moi, il y a Eto'o. Je suis pas raciste. Il y a Drogba. Mais quand je l'ai vécu, hein, quand un mec se met dans une tribune, commence à vous traiter de sale noir, de bamboula, de je sais pas quoi. Au début, on s'est dit bon, on joue avec. Mais au fur et à mesure, on se pose des questions sur le terrain. On dit, je suis avec mes coéquipiers. Mais pourquoi ils réagissent pas? Ils réagissent pas. Pourquoi voilà quoi. Je me mets à la place je me mets pas à la place des autres parce que j'ai vécu. C'est très très dur. Je vais revenir sur ce qui s'est passé. Par exemple, il y a eu une interview dans la Gazzetta dello Sport, c'est un journal sportif italien, où Lilian Thuram a sorti une phrase en disant ceux qui traitent les Noirs de racistes sont pas plus intelligents que ces Noirs. Et ça, ils en ont fait un plan en disant c'est de racisme anti-blanc. Et alors des journalistes, je ne vais pas citer le nom parce que ça va leur faire de la pub, mais se sont infiltrés en disant Thuram est raciste contre les blancs. Bon, c'est difficile quand même, quoi. C'est très difficile de pouvoir changer le compte de l'histoire comme ça aussi facilement. Voilà. Et il faut y arriver. Il faut y arriver un jour, mais ça va pas être aujourd'hui. Peut-être qu'on sera plus vivant, mais en tout cas, il faut que ça cesse, quoi. Voilà. Alors, au-delà du joueur que vous avez été, vous n'avez jamais pensé à avoir une carrière de manager d'équipe, de club ou encore de sélectionneur d'équipe nationale? Sélectionneur, entraîneur, j'ai jamais eu envie. Là, je suis retourné à l'Olympique de Marseille. Le club était 17e. On m'a dit de remonter un peu les bretelles et avec Franck Passy, de 17e, on a fait une Coupe de France. On a perdu contre le Paris Saint-Germain déjà. Et puis, on est remonté jusqu'à la 5e, 6e place, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai pas la vocation. Entraîneur, c'est le vivre. Ça demande beaucoup. Pas que ça demande beaucoup. Je suis un challenger, mais je veux dire qu'il faut aimer. Oui, d'abord. Helmut, vous permettez? Oui, une question? Oui, aujourd'hui, on constate que quand on fait, par exemple, l'analyse, quand on scrute un peu ce qui se fait de mieux,
dans les grands clubs européens, on n'a pas, par exemple, des techniciens africains qui, du moins, ont leur chance dans ces grandes équipes-là, alors que, quand même, ce n'est pas les compétences qui manquent. Ça commence à venir. Exactement. Oui. Est-ce que cela peut s'expliquer par ce manque de reconnaissance-là dont on a envers les Bien sûr, Africains? je suis complètement d'accord avec vous. Ce manque de reconnaissance, parce que quand on est capitaine pendant 10 ans à Arsenal et qu'on veut devenir entraîneur d'un club de Première Ligue, on dit et on va aux États-Unis pour être entraîneur en MLS. On revient en France être entraîneur à Nice. Il y a la compétence, les joueurs le disent. Voilà, ça veut dire que Thierry Henry, il a été boycotté à Monaco. C'est un vrai scandale parce que ce garçon est extraordinaire. Thierry Henry, il a une connaissance du foot que je ne vois pas un entraîneur aujourd'hui qui va être mieux que Thierry Henry en connaissance tactique du football. Parce qu'il vit le foot depuis qu'il a 16 ans. Et il a une faculté de comprendre, d'étudier. C'est un expert au football, Thierry Henry. Donc c'est un très bon entraîneur. Voilà. Bon, malheureusement, les magouilles de Monaco, certains dirigeants ont fait qu'il n'a pas réussi. Donc voilà. En tout cas, il n'avait quand même pas les résultats, n'étaient quand même pas au rendez-vous. Mais vous savez, quand on gère une équipe, ça demande beaucoup de temps. Voilà, ça demande beaucoup de temps et en même temps, c'est quand les joueurs, ils peuvent finir un entraîneur quand ils ont envie. Oui. Quand il y a 2-3 joueurs qui boycottent un entraîneur, ben, ils ne jouent pas. Quand ils ne jouent pas, ben, ça rentre, ils ont un contrat de 2 ans, 3 ans et 4 ans. L'entraîneur, il est jugé sur les résultats. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le premier à virer, on ne peut pas virer les 57 joueurs. On peut virer une seule personne. Donc, ben, ils l'ont viré. Voilà. Alors, merci Basile Boli. Ouais, c'était très c'est passionnant de revenir et surtout de discuter on ne discute pas souvent ce qui concerne le racisme, parce qu'on n'a pas trop de temps, des valeurs telles des footballeurs africains de haut niveau qui sont respectés quand ils sont footballeurs, et quand ils sont plus footballeurs, ils sont plus respectés comme il se doit. Voilà, mais c'est très intéressant. Basile Boli, c'est un plaisir, un honneur d'avoir partagé ce plateau avec vous. Okay. Et on espère que ce ne sera pas une dernière fois. J'espère bien. Une prochaine fois, puisque vous êtes en partenariat avec notre chaîne New World TV. Avec plaisir, bien sûr. Il y a un projet. Ouais, on a un projet. Je pense que ça peut être super bien de pouvoir rencontrer des journalistes et des férus de sport comme lui, parler football, parler technique. Après, on aura le temps de créer des modules comme ça, oui, où on va s'intéresser à l'histoire des entraîneurs, oui, de leur tactique. Quand Arrigo Sacchi arrive à Milan, il prend 3 Hollandais, mais pas hollandais pour jouer le football total hollandais, mais avec un finisseur qui s'appelle Van Basten, un joueur polyvalent qui s'appelle Ruud Gullit, et un milieu de terrain qui sait casser les lignes qui s'appelle Frank Rijkaard. Mais derrière, il joue à 4 défenseurs, Baresi, Maldini, Costa Curta et Tassotti. Et ces joueurs-là jouent à 40 mètres des buts. Et on voit la différence. Aujourd'hui, c'est complètement différent de ce que fait Guardiola. Complètement différent. Oui. Il joue avec 4 attaquants, presque 4 attaquants, oui, avec 2 centraux, oui, 2 attaquants et 2 milieux défensifs. Le football, voilà, on aura l'occasion de parler de tous ces tactiques footballistiques qui ont changé complètement la physionomie du foot. Merci, un plaisir. Et merci également à Henri. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur New York Info.